Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro Point de rencontre, l'émission qui suit le développement du Congo. Nous parlons décentralisation aujourd'hui, au moment où le Congo organise les Jeux de la francophonie, au même moment où le Congo fait face, encore une fois, avec l'adversité à l'Est sur le plan sécuritaire, avec en pointe la montée en puissance de la République démocratique du Congo sur le terrain, et d'où on attend, on touche les bois pour que le résultat, le vrai, puisse vraiment se dessiner ainsi pour le bien de nos populations à l'Est. Le Congo, depuis 2006, a fait l'option d'être un pays unitaire, fortement décentralisé. Processus commencé depuis 1982 avec Maréchal Mobutu, piloté par le professeur Vundowe qui est encore en vie. Aujourd'hui, la décentralisation semble battre de l'aile. La décentralisation ne semble pas tenir ses promesses. Cas d'espèce, Kasaï oriental. Qu'est-ce qui se passe dans cette province? Le gouverneur Patrick Mathias Kabeya, quelle est sa situation aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer, après le passage à vide avec le gouvernance passé, que le Kasaï, avec l'avènement d'un fils du pays, d'un originaire de là, Kasaï oriental, président de la République, puisse connaître un début des développements où c'est encore une fois un rendez-vous manqué à l'heure? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre avec M. Wilonja, Willy Wilonja. Il est conseiller près le gouverneur chargé des réformes et suivi évaluation pour le Kasaï oriental. M. Wilonja, heureux de te recevoir encore une fois dans cette émission. Bonjour Serge, je suis également heureux de me retrouver ici encore une fois. Oui, nous vous avions reçu à l'époque autour d'un sujet. On ouvre la parenthèse, le contentieux avec Vodacom, ça a évolué. C'est vrai, ça fait 2 ans déjà que j'ai été ici autour de ces sujets, qui n'a malheureusement pas évolué, pour des raisons que je ne me permets pas d'étaler sur ce plateau, étant donné que ce n'est pas le sujet. Je crois qu'au cours d'une émission beaucoup plus élaborée, quand on en aura l'occasion, je pourrai en parler. Autant pour nous, merci d'être là, merci pour la disponibilité. Et la première question, comment se porte la province du Kasaï oriental? Bien, la province du Kasaï oriental est aujourd'hui sur les hit-parades politiques, comme vous le savez, avec les derniers développements politiques qui ont finalement conduit à la mise en accusation du gouverneur Patrick Mathias Machabidi. Lesquelles accusations qui sont finalement dérivées d'une mission de contrôle parlementaire exercée sur la gestion de la province par le gouverneur Machabidi. Dans ces résolutions, il a été finalement constaté beaucoup de fautes de gestion que le Parlement reproche, l'Assemblée provinciale ou la représentation provinciale reproche au gouverneur par rapport à la gestion des fonds, des deniers publics qui sont mis à sa disposition pour la gestion quotidienne de la province. Et ça fait que l'Assemblée provinciale, qui était rentrée en session extraordinaire, a procédé finalement, le 17 juillet dernier, à la mise en accusation du gouverneur. Et déjà, il y a eu, avant l'Assemblée, il y a un contrôle de l'IGF qui est déjà sur place, qui a également fait des révélations tout à fait scandaleuses de la gestion de la province. Voilà un peu, grosso modo, la situation de la province. Il a été demandé, parce que l'organisme organisant l'Assemblée provinciale stipule dans ses dispositions pertinentes un gouverneur qui est mis en accusation, il est supposé démissionner dans les 24 heures qui suivent. Dans un cas de refus, il est réputé démissionnaire. Bien entendu, l'Assemblée a attendu son acte volontaire de démission qui n'était pas arrivé. Maintenant, quitte aux instances supérieures à tirer les conséquences de ces refus-là. Quand les décors, vous êtes le conseil du gouverneur. Et si je vous ai bien suivi, vous confirmez qu'il y a eu des actes de mégestion constatés à la fois par l'Assemblée provinciale
et l'IGF, qui se trouve en contrôle en ce moment sur le contrôle, si je vous ai bien suivi. Ok, je ne voudrais pas parler de la confirmation, mais je m'en tiens à ces rapports. Oui, parce que, par rapport au rapport, quoi. Par rapport au rapport. Récapituler ce exact, que oui. vous venez de dire. Ouais. Mais vous êtes le conseiller du gouverneur. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et comment se présente la situation actuellement quand, même dans le camp, dans le précaré du gouverneur, les gens constatent qu'il y a des faits. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, tout le monde était heureux de savoir que, surtout les Kassaïens, les amis de Mbuji-Mayi, étaient sûrs qu'enfin, ils vont voir la lumière, quoi, des storms aux verts. Ils vont voir la lumière, quelque chose va changer. Mais avant Tshisekedi égale après Tshisekedi. Donc, après son avènement au pouvoir, j'allais dire. Donc, jusque-là, sur le plan, je veux regarder sur le plan de réalisation, sur le plan de développement, qu'est-ce qui a pu se faire dans cette province pour le bien-être de la population? Bien, je ne dirais pas qu'avant Tshisekedi égale après Tshisekedi. Je vais vous dire, moi je suis dans le Kasaï, ça fait plus d'une année. Les réalisations du président Tshisekedi sont très remarquables. Et bien entendu, vous ne comprendrez jamais dans quel gouffre s'est trouvée cette province. On ne comprend pas parce que le président est revenu du Kasaï fâché. Tout à fait. Pas seulement du fait de l'action du gouvernement provincial, mais aussi des programmes financés par le gouvernement qui lui-même a constaté des fiascos, des échecs. Il est rentré très mécontent de chez lui. Je suis d'accord, totalement d'accord avec vous. Ça, c'est justement, c'est dans l'exécution. La responsabilité est imputable aux gens qui ont gagné ces marchés des travaux publics. Mais en somme, entre la période d'avant l'arrivée du pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, et actuellement, dans le Kasaï, il y a beaucoup d'avancées sur le plan des infrastructures. Et bien entendu, tous ces efforts sont, effectivement, ne sont pas encore très remarquables actuellement, parce que la province était dans un état totalement piteux. Souvenez-vous que le Kasaï, pas seulement le Kasaï oriental, tout l'espace Kasaï vivait aux dépens d'une seule société qu'on appelle l'AMIBA. L'AMIBA était la société pourvoyeuse de moyens, pourvoyeuse, une société nourricière. Mais depuis la déliquescence de l'AMIBA, la province connaît effectivement beaucoup de problèmes. Avant de rentrer dans notre sujet, ne pensez-vous pas que la priorité aurait été de réhabiliter d'abord l'AMIBA, parce que l'AMIBA pourvoirait aux autres besoins, créerait de l'emploi, créerait de richesses et ferait nourrir les gens? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'approche? Non, et bien entendu, l'AMIBA est une société qui a sa personnalité juridique tout à fait distincte, qui avait son autonomie de gestion. Et réhabiliter l'AMIBA, il y a beaucoup de contraintes par lesquelles il faut passer pour arriver à cette réhabilitation-là. Aujourd'hui, l'AMIBA souffre des problèmes financiers, et notamment les dettes fournisseurs qui sont estimées pratiquement à plus de 400 millions de dollars, les dettes sociales, notamment les salaires des employés, les retraites des employés, qui se chiffrent pratiquement au même montant, près de 300 à 400 millions de dollars également. Vous comprenez que dans l'effort de la réhabilitation de l'AMIBA, il faut commencer par désintéresser les créanciers de l'AMIBA, les gens auxquels l'AMIBA doit de l'argent. Et j'ai vu l'un effort assez conséquent dans le budget de l'État pour 2023, présenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sam Alpha Condé, qui a même prévu la création d'une société minière dans le Kasaï. Et le chef de l'État, plusieurs fois, a également esquissé également dans le sens de renforcer et de réhabiliter les banques. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes tout à fait, des contraintes juridiques, financières, par lesquelles il faut absolument passer pour atteindre cet objectif. On y reviendra, nous vous invitons déjà prochainement pour parler spécifiquement de l'AMIBA. Le gouverneur Mathias, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a été élu sur un programme qui s'est évalué à près de 170 millions de dollars, si je ne m'abuse, qui en priorité devait se pencher sur le secteur de l'énergie, c'est-à-dire je pense à l'eau principalement,
mais aussi côté énergie, et l'agriculture, pêche et élevage également, et aussi bien d'autres secteurs, des infrastructures, les routes. À quel moment ce programme a été, selon nos informations, adopté à l'unanimité? Je crois que c'est le seul gouvernement qui a été élu à 100%, 23 voix sur 23 députés. Ça, c'est un record qu'on doit mettre dans le Guinness des records. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, mais effectivement, entre autres les griefs qui sont reprochés au gouverneur Mathias Machabidi, c'est effectivement le fait de n'avoir pas appliqué son propre programme de gouvernance. La première reproche, c'est celle-là. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il ne l'exerçait pas parce qu'il y avait un parlement provincial qui devait tenir compte de ça, il y a son gouvernement et puis le cabinet. Et à quel moment on s'est rendu compte que le gouverneur ne veut pas, je me permets de le dire ainsi, réaliser son propre programme? Mais justement, parce que moi, je dois vous dire, j'ai pris part active dans le préparatif de l'élévation de M. le gouverneur. Parce que moi, j'ai été le président de la commission rédaction, discours programme, discours de campagne de M. Mathias. Et j'ai piloté cette commission. Et en somme, c'était un programme de planification de gouvernance pour le Kasaï oriental. Après la prise, après l'élection de M. Mathias à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, nous avons établi en tant que cabinet, en tant que conseiller, parce que finalement, dans mon rôle, j'ai établi un chronogramme d'activité qu'on devrait suivre pour ne pas s'écarter de ce que nous avons présenté comme programme d'action au niveau de l'Assemblée provinciale. Je peux vous dire, là, je ne suis qu'un conseiller. Un conseiller, il donne ses avis, il donne ses conseils, mais le décideur, c'est lui-même le gouverneur. C'est lui qui doit décider sur l'action publique qu'il lui-même a promise à ses concitoyens kassaïens. Vous voyez, nous avons remarqué, moi personnellement, parce que j'ai été très proche de lui, hein, déjà au lendemain de son investiture à l'Assemblée, je n'ai vraiment pas senti un effort personnel à aller dans le sens de rencontrer les promesses de campagne qu'il a formulées. Schématisons. Mbuji-Mayi connaît un problème sérieux de pénurie d'eau potable. Il y avait un programme d'exécution de forages, de créer des forages partout sur l'ensemble de la province. Expliquez-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Combien de forages ont été installés? Oui, et malheureusement, aucun forage n'a été construit. On avait prévu initialement, on a prévu dans les programmes 40 paires de forages. Paires de forages et châteaux d'eau. La ville de Mbuji-Mayi devrait en comprendre 20. Et les 4 autres à répartir sur ces 5 autres territoires pour juguler la pénurie en desserte en eau potable. Aujourd'hui, toutes les infrastructures de distribution d'eau qui existent, notamment la régie des eaux, même tous les forages privés qui existent, on n'atteint pas 20 000 mètres cubes d'eau, alors que le besoin provincial en eau potable s'estime à 160 à 170 000 mètres cubes d'eau le jour. Alors, les 40 forages devraient, tant soit peu, nous amener jusqu'à 30 000, 35 000 mètres cubes d'eau. Ça pouvait déjà soulager. Serait toujours important. Il serait toujours important, mais ça serait un pas en avant. On aurait marqué un pas en avant. Vous savez, pendant la saison sèche à Mbuji-Mayi, Paris, quand nous sommes arrivés l'année passée, un bidon d'eau de 25 litres coûte entre 1 500 et 2 000 francs congolais. 25 litres. 25 litres. Un bidon d'eau de 25 litres. Ça fait entre 1 500 et 2 000 francs congolais. Et le niveau de revenus des communs des mortiers des Kassaïens ne permet pas à ce que les Kassaïens accèdent à l'eau potable. Et ça fait que les gens se replient sur les eaux des rivières. Est-ce de la responsabilité, M. Wilonja, du gouverneur
où il n'y a pas eu de moyens. Vous avez souligné la modicité des moyens de la province, la situation financière catastrophique dans laquelle le gouverneur a trouvé cette province. Est-ce que c'est de la responsabilité du gouverneur seul ou il y a eu manque de moyens? Ah non, je ne peux pas dire. C'est vrai, il y a un problème des moyens. Mais les premiers moyens dont dispose l'homme, c'est sa tête, c'est sa réflexion. Nous avons effectivement réfléchi, on a mis en place une stratégie pour arriver, tant soit peu, à ce qu'on avait agréé comme programme de gouvernance. Je prends les chapitres d'eau. Le coût global nous a mené jusqu'à 6 millions, 7 millions de dollars. Quand on est arrivé, c'était faisable. Parce qu'en réalité, on créerait des unités économiques entières qui étaient susceptibles de financer la dette. Parce que dans le tableau, on se disait, on prenait une dette on prenait des dettes au niveau de la banque, et 6 millions, 7 millions de dollars, c'était très faisable. Et cette eau qu'on produirait à travers le forage et les châteaux d'eau devrait servir à payer la dette, et la différence est supporter tant soit peu les finances de la province. Donc, par rapport à ces chapitres, c'est un plan qui était réalisable. Mais simplement, on s'en est écarté pour des raisons que seul le gouverneur connaît. Je prends le chapitre agriculture parce que le chef de l'État, nous avons suivi, a financé à hauteur d'1 million le programme agricole et que sur le plan interne, l'agriculture était aussi inscrite dans le registre des priorités. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ici, je voudrais vous dire sincèrement que je n'ai pas été très près de ce dossier. Même quand on a eu les rapports de l'IGF sur la création des comptes fictifs, tout conseil que j'étais, c'était une surprise. Et les programmes agricoles qui a bénéficié des avances du gouvernement central, ça rentrait aussi dans ce que nous avions prévu comme action à mener dans la province du Kassai oriental. Déjà, initialement, il était prévu qu'on crée un service agricole kassaïen, à l'instar du service national qui est en train de faire ses preuves. Aujourd'hui, le service national, de temps en temps, supplée également la carence de la distribution du maïs dans le Kassai. Et on avait pensé également dans la planification mettre en place une structure de cette taille-là qui devrait s'occuper de l'alimentation des Kassai. Parce que l'aliment le plus consommé dans les Kassai, c'est le maïs. Et bien évidemment, quand on a lancé les cris d'alarme, le chef de l'État a été sensible. Il a été sensible. Il a donné les premières avances qui remontaient pratiquement à 1 milliard de francs, qui représentaient au taux budgétaire de 2000, pratiquement 1 milliard de dollars. La manière, c'est ça même l'énervement de l'IGF. C'est la manière dont ces fonds ont été utilisés par le gouverneur. Donc, ces fonds pour lesquels on a créé des comptes fictifs qui n'ont pas tellement, qui ne sont pas passés par une transparence de gestion au niveau de la province, c'est les premiers couacs, les premiers problèmes que l'IGF a identifiés dans la gestion de M. Mathias. On peut allonger la liste, l'OVDA, Office de voirie agricole, l'électrification et tout le reste, mais parlons gestion maintenant. Il y a une assemblée provinciale qui a donné son confiance au gouverneur et à son gouvernement. Et le gouverneur, selon les explications que vous venez de donner, n'a pas été capable de faire ce programme, non pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais parce qu'il a manqué de volonté. Mais comment se faisaient les décaissements si jamais le travail ne se faisait pas sur le terrain? Il y a quand même des procédures pour décaisser l'argent de l'État qui est censé rester dans des comptes agréés. Exactement. Cela a été relevé par l'IGF qui est sur place. C'est le non-respect de la chaîne de la dépense. Il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été effectuées à mode d'urgence, sans que finalement les pièces justificatives ne soient produites. Là, on n'est même pas allé pour vérifier si effectivement la dépense a été réalisée. Mais l'IGF a constaté, selon son rapport, a constaté effectivement qu'il y a autant de dépenses qui sont engagées dans la province sans le moindre respect de la chaîne de la dépense. Et c'est une gestion qui
qui était essentiellement centré entre le gouverneur et les structures financières. C'est son cabinet, y compris vous? Non, les cabinets ne gèrent pas les fonds. Eh bien oui, c'est vrai, dans le cabinet, il y a des conseillers qui sont chargés des finances. Et ils en savent un peu plus. Mais moi, dans mon rôle, je ne gère pas les fonds pour savoir quel flux d'argent passe à tel moment ou à un tel autre moment. À quel moment, M. Willy Wilonja, l'IGF est entré dans la danse? Parce que normalement, on devait se contenter du rapport de l'Assemblée provinciale. Est-ce que les députés n'ont pas été en mesure de faire leur travail, un peu comme l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et l'IGF s'est vu dans l'obligation de venir faire le travail des députés, je le dis malheureusement, à leur place? Non, ce que nous devons comprendre, c'est quoi? L'IGF est une structure de contrôle qui relève de la présidence de la République. L'IGF a la mission de contrôler n'importe quelle structure qui bénéficie des fonds publics. Ça, c'est le principe. Mais quand un contrôle est déjà exécuté, pour le cas du Rama ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale a effectué le contrôle. L'IGF n'est pas entré, c'est-à-dire on ne peut pas faire deux contrôles concomitamment. Je reviens à ma question. Est-ce que l'Assemblée a été dans l'incapacité de faire son travail, raison pour laquelle l'IGF est venu le faire de si belle manière? On est d'accord, on apprécie bien entendu le travail de l'IGF qui a pratiquement sauvé la province. Non, ce qu'il faut ici circonscrire, l'IGF est venu avant l'Assemblée. L'IGF s'est pointé en termes de contrôle avant que l'Assemblée n'ait commencé le sien. Donc, on ne pouvait pas... Déjà, les contrôles de l'Assemblée est intervenu après celui de l'IGF. Okay. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas à se contenter d'un prétendu rapport de l'Assemblée, alors qu'en réalité, l'IGF est arrivé avant l'Assemblée. Vous voyez? Et l'IGF a découvert quoi? Bon, je l'ai dit comme tout internaute ou bien toute personne qui suit l'actualité dans le Kasaï, l'IGF a fait autant de reproches au gouverneur Mathiabidi par rapport à sa gestion. Le décaissement des fonds. Il y a la gestion. L'affectation. Il y a la gestion quotidienne des fonds. Je dis qu'il y a autant de dépenses qui sont faites en mode d'urgence, sans que le moindre pièce justificative ne soit produite. Et les principes élémentaires des finances. Lorsqu'une dépense est faite, elle doit être sous-tendue par des pièces justificatives. Même en mode d'urgence, il y a la procédure de régularisation qui vient a posteriori. C'est ce que l'IGF a fait. Quand l'IGF a fait ces constats, l'IGF a donné le temps à la province de produire des pièces. Et même le supplément de temps qui a été accordé, la province a été incapable de donner. Tellement les dégâts étaient grands. Et on a eu difficile à produire les pièces relatives à ce que l'IGF a incriminé comme étant des fonds sortis sans contrepartie. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Bon, aujourd'hui, la situation... Quelle a été, en fait, la conclusion de l'IGF et de l'Assemblée s'il y en a? Non, il y a un rapport partiel de l'IGF. Un rapport partiel de l'IGF qui incrimine la province. C'est-à-dire, quand je parle de la province qui est représentée par son gouverneur. Notamment, la première des choses, c'est d'avoir créé des comptes fictifs, qu'on a appelé les comptes Agripel, qui devraient recevoir le fonds qui devant servir dans les activités agricoles dans la province. Les fonds affectés par les chefs de l'État. Tout à fait. Il y a cela. Il y a aussi, ils ont scruté, parce qu'ils sont encore là. L'IGF est encore sur place en train de travailler. On nous a même parlé des frais d'installation de membres du gouvernement et des cabinets politiques. Ah, mais voilà, ça c'est parmi les pommes de la discorde. Ça, c'est les rapports maintenant de l'Assemblée qui a étayé, qui a découvert et finalement qu'à l'entrée en fonction du gouverneur, le gouvernement central avait envoyé pour le compte du gouvernement provincial et de tous les cabinets politiques un montant
un montant de 500 000 $ pour l'installation. 500 000 $. 500 000 $ Pour l'installation de tous les gouvernements et même les cabinets politiques. Mais après avoir auditionné les différents ministres, d'abord essentiellement, aucun... Il y en a combien? Ils sont une dizaine. Hein. Il y a 10, je crois qu'il y a 10 ministres et puis il y a 3 commissaires. Ok. Donc, aucun des membres du gouvernement n'a reconnu avoir reçu ces frais d'installation. 500 000. Si bien que certains ont dit, bon, moi, on m'a remis 1 500 000, d'autres... En termes de libéralité? Libéralité, c'est sans document. C'est sans document? Sans document, sans rien, et c'est comme si ça sortait de la poche de quelqu'un. Donc même les 500 000, le gouverneur n'est pas capable de les justifier. Non, mais c'était difficile de les justifier, parce que déjà, je dois vous rappeler, moi je suis membre permanent je suis membre permanent de la commission budgétaire de la province. En tant que commission budgétaire, nous avons en son temps, nous sommes rapprochés du gouverneur pour lui poser la question quant à ça. La réponse était tout à fait sèche. Il avait dit que ces fonds-là lui ont été alloués personnellement. Ah, c'était pour son installation à lui, 500 000. et la vice-gouverneur. On n'avait pas voulu tellement insister, ça s'est arrêté là. Mais parlons de cette gestion, pour ne pas dire mes gestions. Mais c'est le fait du gouverneur seul, parce que le gouverneur a une dame qui est vice-gouverneur, et donc on ne parle pratiquement pas, elle est pratiquement éclipsée. Parlons de la responsabilité du vice-gouverneur, qui certainement a dû bénéficier aussi des frais d'installation. Quand on parle gouverneur, c'est un binôme, c'est le gouverneur et son vice. Bon, voilà. Vous savez, dans chaque chose, il faut rester humain. Moi, en tant que, d'abord conseiller, mais avant, comme je vous l'ai dit, j'ai été le président de la plus grande commission et a préparé l'accession de Mathias Machabidi à la tête de la province du Kasaï-Oriental. Nous avons travaillé pour le ticket Machabidi et Julie Kalinga. Nous avons travaillé pour ce ticket-là, pour que ces tickets-là prennent la tête de la province. Mais dans l'exercice du pouvoir, on a constaté la dégradation des rapports entre les deux ténors à la tête de la province. Mais en réalité, ça ne venait pas de la vice, ça venait plutôt d'un problème sérieux de leadership de son chef, qui en réalité a développé un comportement de musellement de sa collaboratrice. C'est-à-dire, par exemple, la dame n'était au courant de rien de tout ce qui s'est passé. Elle était mise à l'écart, totalement mise à l'écart. Et même des moments où le gouverneur devrait être en déplacement, la dame restait avec un intérim de façade. Elle n'avait pas le pouvoir, même pas sur la sortie de fonds et tout le reste. Il fallait atteindre le gouverneur où il est pour qu'il donne les quitus à son conseiller financier. Même sur un lit d'hôpital? Ah, mais voilà. Mais on nous dit qu'il faut à charge de Madame Julie Kalinga, qui ne s'impliquait pas trop. Il y a des réunions où elle ne participait pas et que souvent, elle ne voulait pas prendre des risques de s'exposer du fait de certaines considérations qu'on saurait dire ici. Bien au contraire. Bien au contraire. Je peux vous étonner. Il y a des réunions des conseils des ministres, des réunions des conseils de sécurité qui se tenaient en province sans que madame ne soit invitée, sans que le protocole lui ait envoyé une seule invitation. Il est même arrivé à un moment, je crois que je n'étais pas sur place, on me l'a rapporté, pendant une réunion des conseils de sécurité. Madame est arrivée avec un léger retard de 2 ou 3 minutes, mais les services, on a instruit au service de l'empêcher l'accès dans la salle. Mais ça ne sait pas... Oui, vous voyez dans quel climat on a géré déjà les rapports interpersonnels entre le gouverneur lui-même et la vice-gouverneure. De quelle façon le leader a géré, a laissé se dégrader les rapports qui devraient aider dans la bonne collaboration. Et comment la population a vécu toutes ces tensions-là, tous ces moments-là? Déjà, je comprends un peu, c'est devenu à la mode maintenant, Ngobila Jekoko, Ngobila hier, Nerambungu, Madame Julie et Mathias là-bas. Comment la population
de Kanang et d'Mbujimai, Kassai oriental, de manière générale, a vécu ça, cette population? Bien, vous savez, la population, quand Mathias Machabidi est arrivé à la tête de la province, j'étais dans la salle. 2 fois, quand il présentait son discours programme, enfin, d'abord les discours de campagne, et les discours programme surtout, il y a des députés dans la salle qui ont carrément dit « Enfin, nous avons trouvé notre Moïse ». C'était à la mesure des expectations de toute la population du Kassai oriental. Mais une année après, vous savez, quand vous avez la bonne volonté de faire les choses, on sait le remarquer dès l'entame des choses. On sait dire tel a la volonté de faire évoluer les choses. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, vous allez vous étonner. C'est la liesse populaire. La population soutient les départs de Machabidi. La population ne les soutient plus. À part même certains membres de son cabinet. Oui, moi... De son cabinet. Oui, moi... Suivez mon regard. Oui, exact. Oui, moi, en fait, je n'ai pas été au service de l'individu, de la nation, dans la province du Kassai oriental, pour les intérêts du peuple kassaïen. Parce qu'en réalité, les intérêts des différentes provinces sont interdépendants. Autant ça peut aller dans les Kassai, ça peut aller n'importe où. Vous comprenez? Souvenez-vous que la province du Kassai, le diamant du Kassai, a aidé ce pays contre la guerre d'agression. Aujourd'hui, l'Amiba est par terre. Mais le diamant de l'Amiba a sauvé ce pays. Donc je ne peux pas être indifférent par rapport à... ou je ne peux pas être encouragé là où les mauvaises pratiques se font. Ça, ce n'est pas moi. Je suis désolé. Aujourd'hui, le gouverneur a été mis en accusation. La province est gérée comment? Pourquoi on ne désigne pas carrément, où ça se passe de manière automatique, là c'est à vous de m'éclairer, que la vice-gouverneur puisse prendre les choses en main parce que la province doit être gérée. Oui, mais la loi organique organisant le fonctionnement des assemblées provinciales, dans leurs dispositions pertinentes, dispose, lorsque le gouverneur est mis en accusation, il doit démissionner dans les 24 heures qui suivent. Il n'y a pas eu de démission de la part. Il n'y a pas eu de démission, et quand il ne démissionne pas, il est réputé démissionnaire. Avec quoi comme conséquence? La conséquence, c'est que finalement, la hiérarchie devrait prendre toutes ses responsabilités. La hiérarchie? Bien sûr. On la nomme, cette hiérarchie. Le ministère de l'Intérieur, le président de la République, le Premier ministre. Les gouverneurs de province sur le plan administratif relèvent du ministère de l'Intérieur, bien sûr. Donc les ministres, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, devrait prendre ses responsabilités et constater effectivement qu'il y a eu refus de démission. Aujourd'hui, j'ai vu dans le précaré du gouverneur Mathias la tendance à diaboliser ou à incriminer, par exemple, les secrétaires généraux de l'UDPS et même le ministère de l'Intérieur. Mais non. Mais oui, parlons-en, parce que Machabidi est UDPS, et je présume aussi pour sa colistière, Madame Julie. Et comment l'UDPS, parti au pouvoir, ne peut pas gérer ces genres de conflits à l'interne? Aujourd'hui, c'est Mathias qui tirerait sur le secrétaire général, qui tirerait sur le ministre de l'Intérieur, tous UDPS. Alors, on ne comprend plus rien. Vous savez, tirer sur le secrétaire général de l'UDPS, en la personne de M. Augustin Kabouya, relève de la pure ingratitude et de la mauvaise foi. Moi, je vous dis, j'ai accompagné M. Mathias dans les efforts de devenir gouverneur des provinces. Mathias a été suffisamment soutenu par le parti. Suffisamment. Suffisamment soutenu. L'UDPS ne donne pas l'argent. Non, pas. Je vais vous étonner. Je vais vous étonner. Comment il ne donne pas l'argent? L'UDPS est un parti politique qui vit des cotisations des membres. Et qui a beaucoup de moyens aujourd'hui parce que la plupart de ses membres tout sont à fait. comme Le secrétaire général de l'UDPS, en la personne de M. Augustin Kabouya, malgré ses doutes sur les capacités de Mathias à gérer la province, il s'est plié à la volonté exprimée dans le primaire qui ont finalement débouché sur le choix de Mathias comme étant candidat UDPS à la tête. Le CG s'est incliné au choix. Il s'est incliné comme démocrate. Il s'est incliné
et il a soutenu la candidature par la suite. Vous voyez? Donc aujourd'hui, lorsqu'on tire sur le secrétaire général, cela relève de la mauvaise foi. Mais pensez-vous, M. Wilonja, que les Kasaï puissent continuer sa route vers le développement avec cet imbroglio politique, avec l'avenir avec beaucoup d'inconnus? Qu'est-ce qu'on devait faire pour soutenir, pour sauver les projets agricoles, pour commencer enfin le projet d'adduction d'eau en installant des 40 châteaux de forage sur l'ensemble des provinces, comment l'Office des voiries agricoles et j'en passe. Bien, je crois que, et même s'il faut changer 10 gouverneurs en une semaine, il faut le faire. La qualité essentielle d'un chef, c'est son intégrité psychomorale, c'est l'honnêteté. Avant d'être savant, vous devez être intègre, vous devez aimer vos concitoyens. Vous pouvez être l'homme le plus savant de la terre, mais lorsqu'en vous il n'y a pas d'amour, vous ne poserez pas des actes qui aillent dans le sens d'aider vos concitoyens. C'est comme ça que moi je résume ça. S'il faut changer 10 gouverneurs, 15 gouverneurs en une semaine, il faut le faire. Et l'UDPS, quand on dit, ce sont les... Être du même parti ne voudrait pas dire cautionner les dérives de certains camarades. Pas du tout. Je vais être plus direct, M. Wilonja. Certaines opinions pensent qu'à l'UDPS, c'est les tribalismes, et certaines opinions incriminent même le chef de l'État de les nommer que, je dis certaines opinions, de les nommer que des Kassaïens. Mais vous êtes du Kivu. Mais j'aurais bien compris que ce soit un Kassaïen qui vient se plaindre. Vous avez dit que vous êtes soutenu, vous retrouvez dans le précaré du gouverneur et vous venez nous expliquer un peu la situation. Mais vous ne vous sentez pas comme un cheveu dans la soupe. Est-ce que cette démarche va être adoubée, acceptée par les Kassaïens? Oui, mais écoutez, je suis Congolais. Je me sens à l'aise dans n'importe quel coin du Congo. Tu as été adopté, tu as été accepté, tu as travaillé de manière saine dans le gouvernorat du Kasaï oriental. Je dis que je suis Congolais et je me sens à l'aise dans n'importe quel coin du pays. Hein, c'est ça, je crois que nous avons tous suivi récemment l'interview que le chef de l'État a accordée à Madame Tina. C'était même les soucis du chef de l'État. Que les gens aient le réflexe de transformer finalement cette décentralisation en esprit à un certain tribalisme. Je pense que je suis un démenti par rapport à cela. Oui, mais j'aimerais qu'on les souligne, parce que certains esprits pensent qu'au Kasaï, il n'y a que les Kasaï qui travaillent dans le gouvernorat, mais vous êtes un exemple, quelqu'un du Kivu, mais qui était au centre même de la stratégie et au sein du gouvernement, du cabinet du gouvernement. Tout à fait. Vous savez, quand on a commencé avec les efforts de porter Mathias à la tête de la province, aujourd'hui on tire sur les CG Kabouya, mais la stratégie est partie de là. Il fallait l'accompagner. C'est comme ça qu'il y a des équipes qui ont été constituées autour du gouverneur Mathias pour travailler sur les programmes de gouvernance. Et je me suis effectivement... Par-delà les appartenances... Par-delà, parce qu'en réalité, la science n'a pas de tribus. La science n'a pas de tribus, les compétences n'ont pas de tribus. Si on ne doit tenir compte que des tribus, alors qu'on sacrifie les compétences. Et effectivement, on débouche sur des résultats qui ne sont pas très intéressants. Si un Kivusien peut aider le Kasaï, il faut le laisser travailler. Autant que les diamants du Kasaï a été des Kivu. Voilà, tout à fait. Voilà. Je crois qu'en termes de redevabilité, je rends vraiment service à mes frères, à mes compatriotes kassaïens en étant là-bas. À ton pays, parce qu'à la fin... À mon pays, finalement. Nous sommes un seul pays. Exactement, vous l'avez souligné, le diamant du Kasaï a évité la balkanisation de ce pays. Et la nation doit être redevable
reconnaissance devait être redevable par rapport à cette province qui souffre aujourd'hui Actuellement, de cette gestion de la guerre par rapport à la MIBA et autres entreprises du coin. tout à fait. Et ce sont les efforts qui sont déjà déployés par le chef de l'État dans la province du Kasaï oriental. Alors, que pensez-vous de cette territoriale des originaires? C'est-à-dire qu'au Kasaï, il ne doit qu'être des Kasaïens, à l'Équateur, des Équatoriens, à la Chuapa, des gens de Chuapa. Et même si on sait qu'à l'interne, il y a des clivages, il y a les Bénas, ces territoires contre ces territoires, et ce qui n'est que un régionalisme des façades en réalité. Que pensez-vous de cette forme-là? Là, vous l'avez dit, mais j'aimerais que vous enfonciez un peu à la suite du chef de l'État. Devrions-nous continuer sur cette... Je crois que c'est une stratégie qui a été très mal assimilée par l'ensemble de la population congolaise. On a cru finalement, on disait les Kasaïens restaient dans votre coin, mais en réalité, dans chacune de nos provinces, il y a autant de dialectes, autant de clans. Les tribalistes, c'est-à-dire on voulait que les autochtones prennent en charge leur propre destinée. Ça, c'était l'esprit du constituant. Mais dans l'assimilation, les choses sont rentrées dans une dérive, finalement. Et le chef de l'État s'en est inquiété récemment. Il a même supputé en disant s'il doit rempiler, il y aura sûrement une réforme dans cette direction-là. Les problèmes... à votre aveu, elle sera la bienvenue. Oui, bien sûr. Moi, cette réforme. Je soutiens à 100% entièrement les points de vue du chef de l'État. Parce que, souvenez-vous du temps de Mobutu. Mobutu nommait les gouverneurs. Et il ne mettait pas un Kivouchien dans les Kivous, forcément non. Et les meilleurs ont été ceux qui venaient d'ailleurs. Voilà, il y a le cas du feu honorable Kondé Kikanda, qui a été élu encore dernièrement dans le Nord Kivu. Parce qu'en réalité, les Gomatraciens, les Nord Kivouchiens se sont souvenus de meilleures actions de l'honorable Kondé Kikanda. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le Kasaï oriental traverse une crise politique qui risque d'impacter sur sa marche vers le développement. Monsieur Wilonja, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? Quelles sont les attentes de la population? Et parce que vous êtes sur le terrain, pour que les choses aillent mieux, qu'est-ce que les autorités devraient faire? Qu'est-ce que la population devrait faire? Je suis tenté de vous dire qu'il n'y a pas de crise politique dans le Kasaï oriental. Il y a plutôt de l'agitation. De l'agitation dans les camps du gouverneur Machabidi qui a été mis en accusation. L'agitation pour la conservation du fauteuil. Je crois qu'en termes de voie de sortie, ce que je vais plutôt recommander au gouverneur Machabidi, de se soumettre à la volonté de l'Assemblée provinciale dont il est l'émanation. Et toutes les accusations formulées à son encontre ne peuvent trouver solution que s'il se soumet à la justice pour se laver. Sinon, ça ne sert à rien de prendre toute une province, de prendre 7 millions d'âmes en otage à cause d'un seul individu. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas respecter ces peuples qui souffrent tant de problèmes sérieux de survie. Donc, pas de crise telles qu'on les présente, mais il y a plutôt de l'agitation. Et les autorités doivent agir très rapidement, pour que ces choses soient définitivement clarifiées. Et c'est très important. Sur ce mot, nous mettons un terme à cette émission. Monsieur Wilonja, je rappelle que vous êtes conseiller près du gouverneur en charge de réforme, suivi et évaluation. Merci d'être passé, nous apporter autant d'éclairage par rapport à la situation au Kasaï oriental, et cette situation est presque similaire un peu partout. La décentralisation qui devait être un moteur de développement des provinces semble aujourd'hui devenir jouer au pesanteur qui freine cette marche vers le développement. Nous espérons que les autorités vont prendre toutes leurs responsabilités pour le bien-être de la population. Merci à vous d'avoir été. Merci Serge, merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien et à très bientôt.